quelqu'un m'a écrit un jour sur les réseaux sociaux, moi je ne veux pas que mes enfants vivent toujours à l'ombre de Poutine, dans la peur de Poutine. Donc s'il doit y avoir 15 millions de morts, tant pis. Vous vous rendez compte ? Voilà, l'état d'esprit d'un certain nombre de gens, et qui plus est, si on en arrive à autant de millions de morts, il y en aura sans doute beaucoup plus. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Le président de la République a donné une longue interview au sujet de la guerre en Ukraine et a répété ne pas exclure l'envoi de troupes françaises. Ces mots vous ont-ils semblé clairs ? Et hier soir, j'ai vu un président, un homme, qui voulait la guerre. Ou en tout cas, qui marchait vers la guerre. La guerre était son horizon. Alors la guerre, il faut savoir la faire. Hein. C'est pas, moi, je ne suis pas pacifiste. Les pacifistes sont aussi dangereux que les bellicistes. Hein. Le pacifiste parce qu'il pense que les hommes sont bons et qu'il n'y a jamais de situation dans laquelle il faut arrêter la violence par la violence. Mais il y en a, parce que la violence est dans l'homme et que parfois il faut opposer la violence à la violence. Le belliciste est tout aussi dangereux parce qu'il pense profondément que la guerre en réalité régénère l'homme, que la guerre peut être une solution pour les sociétés divisées ou fracturées, pour les réunir, et puis qu'elle est remplie d'un certain nombre de vertus guerrières qui redonnent à l'homme une forme de toute puissance, le salut par la guerre. Les deux sont dangereux. Il faut tenir compte des cas d'espèce, il faut tenir compte des circonstances, il faut tenir compte du moment, des enjeux. Et hier, j'ai eu le sentiment, au-delà de ce débat entre pacifistes et bellicistes, que le président de la République était déjà dans sa tête, était déjà dans la guerre. Or, ma conviction profonde, c'est que la guerre, malgré tout, il faut toujours tout faire pour l'éviter et n'y recourir que dans des situations extrêmes où vraiment il n'y a plus d'autre solution pour éviter d'être asservi ou d'être massacré que d'opposer encore une fois la violence ultime à la violence ultime. Et la guerre est une violence ultime. Aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. En l'absence de progrès net côté ukrainien et sans volonté manifeste de dialogue de la part de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a-t-il raison de n'exclure aucun moyen pour obtenir la paix en Ukraine ? Quand vous dites qu'il ne faut rien exclure, mais rien exclure, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Quand vous êtes face à une puissance nucléaire, quand vous mettez en tension des puissances nucléaires, il ne faut rien exclure, ça veut dire, si les mots ont un sens, que l'escalade n'a pas de limite. Peut-être qu'on enverra des troupes sur le terrain, peut-être qu'on y enverra nos enfants, peut-être qu'on ira jusqu'à la guerre de haute intensité, peut-être qu'on ira jusqu'à la guerre nucléaire. On peut toujours se rassurer, comme on le fait depuis le début, en disant mais personne ne la veut, personne n'est assez fou pour déclencher un conflit nucléaire. Alors d'abord, il faudrait savoir, soit Poutine est fou et il faut s'en inquiéter quand même beaucoup, soit il ne l'est pas, c'est plutôt on va dire un monstre froid, irrationnel. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le traiter de fou tous les matins. Moi, je suis toujours étonné que on soit prêt à quelque chose qui ressemble quand même à une apocalypse. L'apocalypse nucléaire, c'est pas un vain mot. Or, si la menace ou les menaces répétées de la Russie sur l'éventualité d'une guerre nucléaire sont régulièrement proférées et ne sont sans doute pas réelles, c'est-à-dire que, effectivement, en parlant de guerre nucléaire, le régime russe n'a pas, à l'instant où il prononce ces mots, l'intention de déclencher une guerre nucléaire. La menace n'est donc pas réelle, mais le risque, lui, il est réel. Je suis frappé par cette sous-estimation permanente du risque, car enfin, un accident est vite arrivé, car enfin, la guerre, mais nous le savons, toute l'histoire nous l'enseigne, avant même qu'il existe des puissances nucléaires dans le monde,
La guerre, c'est une montée aux extrêmes. La guerre, c'est un ressort, elle obéit à un ressort tragique. C'est-à-dire que vous allez, comme dans la tragédie, d'acte en acte vers l'issue. Et nous, occidentaux, nous, les héritiers d'une civilisation humaniste, épris des droits de l'homme, nous en avons donné tellement d'exemples dans notre histoire. Churchill dit au début de la guerre, il faut toujours répéter ça, tout le monde a oublié, dit au début de la guerre, nous ne faisons pas la guerre aux civils, nous faisons la guerre aux militaires. Et comment finit la Deuxième Guerre mondiale? Par les bombardements massifs des villes allemandes, des villes, avec des bombes incendiaires. Quand Dresde est bombardée vers la fin de la guerre, en une nuit, on tue entre 40 000 et 80 000 personnes, on ne sait pas exactement, brûlés vifs par des bombes incendiaires. Quand les Américains bombardent Tokyo, avant de jeter des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, on estime à 100 000 morts le nombre d'habitants de Tokyo en une vague de bombardements. Et ensuite, on va jusqu'à tirer des premières bombes nucléaires atomiques de l'histoire sur Hiroshima. Et les Japonais ne cèdent toujours pas. Et puis sur Nagasaki. Et les gens qui ont pris cette décision sont des gens comme vous et moi. Truman n'est pas un monstre. Truman est quelqu'un qui se trouve confronté à un dilemme tragique. Si vous aviez demandé à Truman quelques années avant s'il serait capable de commettre un tel acte, il vous aurait répondu non. Selon les circonstances, des gens qui naturellement ne sont pas portés à l'extrême violence, ne sont pas portés à la sauvagerie, peuvent devenir extraordinairement violents, extraordinairement sauvages. Ne pas tenir compte de ce que nous apprend l'histoire, non parce que l'histoire se répéterait, mais parce que les hommes se répètent indéfiniment. Ne pas tenir compte de ce que l'histoire nous montre, de ce que sont les hommes et de ce qu'ils sont capables de faire, même quand ils ne s'en croient pas capables, même quand ils ne le veulent pas, est une inconséquence et une forme d'irresponsabilité extraordinairement dangereuse. Gardez tout cela en tête. C'est de s'obliger à avoir une approche morale de ce conflit, au sens où la morale, encore une fois, c'est le cas de conscience. Il faut peser. Il faut peser quand vous faites la guerre, vous tuez des soldats, vous tuez des méchants peut-être, et vous tuez aussi des gens qui ne sont pas méchants, des gens qui n'y sont pour rien. Et ça demande à être pesé dans le déchirement de la conscience. Voilà, s'il y a plus déchirement de la conscience, s'il n'y a plus cette question de conscience, alors on va vers le massacre. Partagez-vous l'idée que l'objectif, c'est que la Russie ne gagne pas, comme l'a exprimé Emmanuel Macron? Si l'idée que la Russie ne gagne pas, c'est essayer de faire en sorte qu'elle n'annexe pas l'Ukraine et qu'elle n'aille pas au-delà, c'est un objectif raisonnable, mais si ça consiste à dire on revient de toute façon et on ne s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas revenu aux frontières de 91, il n'y a pas de négociation envisageable. C'est pas une négociation, ça. Négociation, tout est ouvert et on discute de tout, mais c'est pas raisonnable puisque de toute façon nous ne pouvons pas anéantir ce que le président de la République appelle l'adversaire, c'est le mot auquel il désigne la Russie, et que tellement de sang a coulé sur cette terre que il est assez difficile de penser que la Russie va renoncer d'emblée ni à la Crimée, ni au Donbass, ni à Lugansk, ni probablement au pourtour de la mer d'Azov. Enfin, il ne s'agit pas de prendre parti dans cette guerre quant à la légitimité ou non des frontières. Quelle est la légitimité de ces frontières? Nous avons le principe de l'intangibilité des frontières est un principe conservatoire, mais elles ne sont pas sacrées, ces frontières. Ces frontières, en l'occurrence, elles sont les frontières administratives intérieures de l'URSS. Et, soit dit en passant, pour certaines d'entre elles, de l'Empire russe. C'est l'oubli complet des traces, des empreintes de l'histoire. C'est l'oubli de tous les fantômes qui peuplent cette région du monde. C'est l'oubli du sang des millions, des dizaines de millions de morts qui sont tombés sur cette terre. Un historien anglais avait compté 30 millions entre les deux guerres.
Il faut rajouter tous les autres millions avant. Ils avaient appelé ça, ils les avaient appelés les terres de sang. Donc ces fantômes sont là. Comment peut-on imaginer un instant qu'il suffit, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de brandir le droit international comme les saints sacrements pour trouver une issue. Le droit international n'est pas une solution miracle. Le droit international, comme tous les droits d'ailleurs, ne fonctionne que quand toutes les parties sont d'accord pour en reconnaître la légitimité et accepter un jugement extérieur. Et quand ce n'est pas le cas, le droit ne fonctionne plus, a fortiori le droit international. On aurait pu proposer la neutralisation de l'Ukraine. C'est pas un scandale, la neutralisation. La Finlande a survécu pendant des décennies, même à Staline, en étant neutre. L'Autriche a récupéré sa souveraineté en plein milieu de la guerre froide, 1955, grâce à la solution de la neutralité. Grâce à ça, les soviétiques d'un côté et les occidentaux de l'autre se sont chacun retirés et ont laissé vivre l'Autriche, qui était un foyer de tension extrêmement dangereux entre les deux camps. Ça n'a pas fait. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, c'était quasi inévitable. Tous les spécialistes de géopolitique américains, y compris les plus anti-russes, les Kissinger, les Brzezinski, les Kennan, le grand théoricien de la guerre froide, et beaucoup d'autres ont expliqué que, je vais reprendre les mots de Kissinger, l'Ukraine était un pont entre deux mondes et qu'il fallait que ça reste un pont, donc la bonne solution c'était la neutralisation. Ne pas pousser l'OTAN aux frontières de la Russie. Ça n'excuse en rien l'agression de Poutine, mais enfin, encore une fois, me dire c'est un État souverain. Et, ben oui, le Cuba était un État souverain aussi, mais quand il s'est agi de mettre des fusées russes, eh bien l'Amérique est allée au bord de la guerre mondiale. Voilà, on peut juger tout ça fou, mais ainsi sont faits les hommes. Et comme dit De Gaulle à propos de l'entre-deux-guerres, il dit où a-t-on vu que l'homme n'était plus l'homme? Les hommes sont ainsi faits, et quand ils se sentent encerclés, menacés, si on ne fait rien pour essayer d'atténuer ce sentiment, on va vers la guerre, et Poutine ou pas Poutine. Voilà. Et comment peut-on sortir de ce conflit, sinon par la diplomatie et la négociation, même si aujourd'hui le chemin paraît très difficile, mais c'est la seule solution, c'est la seule issue possible, donc il faut s'obstiner. Sinon l'issue c'est le massacre ou l'épuration ethnique, et là c'est pareil. Et donc si on ne veut pas l'issue du massacre, ou massacre comme issue, donc il va falloir réfléchir au lieu de fermer toutes les portes. Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement « je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela », à ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. En l'absence de négociations et face aux provocations et aux insultes russes, Emmanuel Macron a-t-il d'autre choix que de tenir un discours ferme? La fermeté, c'est quoi dans cette histoire? C'est d'aller jusqu'à la guerre? Être ferme, il faut avoir les moyens de la fermeté. Il faut savoir ce que recouvre ce mot. Il faut savoir au moins pour soi jusqu'où on est prêt à aller. Avec quels moyens? Avec quelles conséquences? Et tout ça n'est pas dans le débat d'aujourd'hui. Je reviens à Munich, puisque vous en parlez. Tous les gens qui vous expliquent là que les démocraties ont été lâches, il faut que ça aille apprendre l'histoire. Enfin, Bon, il n'y a pas de lâche dans cette histoire. Daladier n'est pas un lâche. Chamberlain est quelqu'un qui pense que le danger bolchevique, de la révolution bolchevique en Europe est plus grand que le danger nazi. C'est un calcul qu'on peut juger déplorable, mais ça n'a rien à voir avec la lâcheté. Et Munich n'est pas Hitler qui a demandé Munich. Il avait déjà ses plans, il avait déjà décidé, il avait déjà... Bon. Et quand Chamberlain et Daladier se retrouvent à Munich, c'était quoi l'autre option? On pouvait envoyer des troupes en Tchécoslovaquie? Non. Les Français ont bien tenté de faire intervenir l'armée rouge
pour protéger la Tchécoslovaquie, mais les Polonais ne voulaient pas la laisser passer. Mais Daladier savait que tout ça était une catastrophe. On ne peut pas rappeler l'éternel souvenir de la foule qui vient l'accueillir autour de Munich, soulagée que la paix soit une fois de plus préservée. Daladier qui lance à son entourage, à l'écon, il savait très bien. Mais que pouvait-il faire d'autre à cet instant-là? Et vous savez ce qui risque de finir par se passer, c'est qu'on risque d'avoir un Munich par un chemin totalement différent de celui auquel pensent ceux qui n'ont que le mot munichois à la bouche, qui l'ont d'ailleurs à la bouche depuis les années 50. Hein. Chaque fois qu'il y a une crise, si on n'intervient pas, c'est Munich. Mais ce Munich par d'autres voies, c'est très facile à comprendre. C'est le Munich qui fait qu'à un moment donné, soit parce que les opinions sont lasses, soit parce qu'on n'a plus les moyens, soit parce que le malaise dans nos sociétés est tel qu'ils ne peuvent pas supporter l'effort de la guerre, soit parce que c'est devenu trop dangereux. Et à ce moment-là, quand les peuples lâchent, les dirigeants n'ont pas beaucoup de choix. Et à ce moment-là, on les abandonne en race campagne. Le pire des Munich possible aujourd'hui, c'est celui-là. C'est après avoir fait la guerre par procuration avec les Ukrainiens, parce que de deux choses l'une, nous c'est notre guerre, à ce moment-là on y va, mais y aller, ça veut dire, encore une fois, prendre le risque de la guerre nucléaire, ça veut dire probablement vouloir y envoyer nos enfants. Bon, mon sentiment est que la guerre de haute intensité, nous ne la ferons pas. En tout cas, il y a des chances pour que nous ne la faisions pas. Et à ce moment-là, ce sera le Munich par abandon. Et dans tous les cas de figure, avoir nourri cette guerre sans avoir essayé de négocier, continuer à la nourrir, la pousser le plus loin possible, la faire durer, continuer à faire couler autant de sang sans essayer. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais grandeur de l'homme est quand même d'essayer de renverser le destin. C'est la pire des solutions. C'est la plus immorale. C'est la plus dangereuse. C'est la politique sans aucune conscience. Il y a presque 2 ans, vous publiez dans Le Figaro une tribune intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Diriez-vous qu'aujourd'hui nous y marchons très consciemment, les yeux ouverts? Ça fait 2 ans, moi, que je m'entends répondre à la tribune que j'avais écrite en 2022, qui pointait toujours le risque de l'escalade, vers la guerre comme des somnambules. Il n'y a pas eu d'escalade. Regardez, on a franchi toutes les lignes rouges, il n'y a rien passé. Alors vous savez, quand on franchit la ligne rouge qu'on ne devait pas franchir, on ne le sait qu'après, mais après il est trop tard. Et à force de penser qu'il n'y en a plus, parce qu'on les a toutes franchies jusque-là, on finit par devenir très imprudent. Donc soit on évalue tous ces risques-là, et on décide, encore une fois, dans le déchirement de la conscience, en pesant en tâche des inconvénients, soit on croit qu'on est les redresseurs de tort du monde, et on déploie l'étendard de la démocratie, de la liberté, en expliquant que c'est notre guerre, que nos valeurs sont menacées, mais on n'a jamais vu un peuple faire la guerre, sauf dans les croisades, pour ses valeurs ailleurs que chez lui. Si on vient menacer ma façon de vivre et la façon dont je vis mes valeurs, toutes les ressources de la nation peuvent se mobiliser pour faire la guerre. Mais ce qui se passe en Ukraine, la question de l'Ukraine ne se pose pas de cette façon. Nos intérêts vitaux à l'heure actuelle ne sont pas menacés. Donc nous pouvons jouer, nous pourrions jouer, et en particulier la France, un rôle de faiseur de paix. Nous pourrions au moins essayer, nous n'avons pas essayé. J'ai le sentiment que nous marchons vers la guerre. Mais voilà, j'espère que l'histoire me donnera tort. Alors est-ce qu'aujourd'hui on marche sur la guerre avec les yeux ouverts et en toute conscience? Je ne suis pas certain. Je pense que dans cet engrenage-là, il y a toujours une forme d'inconscience. Le président de la République dit quelque chose. Il dit on s'était habitué à l'idée que ça n'arriverait plus. Mais oui, mais tirons-en les conséquences alors. Les conséquences, parce que nous avons fait et nous continuons de faire comme si au fond, ça n'arriverait pas. Mais si la catastrophe finale était impossible, au moins choisissons ce que nous voulons faire en pensant que c'est possible. On oublie les leçons de l'histoire récente comme de l'histoire très ancienne.
On oublie que plongés dans un bain de violence, les hommes peuvent perdre toute mesure. On oublie que toute l'histoire est pleine d'Oradour-sur-Glane. Ce qui me frappe, c'est ça, c'est cet oubli de ce qu'est la montée aux extrêmes, l'engrenage de la violence ou de la peur. Alors on peut dire que c'est de la lâcheté, c'est pas de la lâcheté, c'est la prise de conscience que la politique est confrontée à des dilemmes tragiques. La vie humaine, elle ne se déroule pas, ou très très rarement, dans le manichéisme, dans l'affrontement entre le camp du bien absolu et le camp du mal absolu. Elle se déroule pour l'essentiel dans cette zone grise entre les deux, où s'affrontent ou des mauvaises solutions, ou des légitimités égales, où rien n'est simple, et où à la fin ne reste que le recours de la conscience déchirée. Et il n'y a rien de pire que d'opposer à la conscience déchirée la bonne conscience. J'ai raison puisque je suis le bien et que l'autre est le mal. Alors, le problème, c'est que l'autre pense souvent la même chose. Et qu'en plus, quand on pense qu'on est le bien, on oblige l'autre à penser aussi qu'il est le bien. Cela conduit à des chocs d'absolu où il n'est plus question du droit, mais de politique, de diplomatie. Il n'est plus question de discuter avec l'autre. Le seul but est finit par être d'anéantir l'autre par tous les moyens. Sauf qu'à l'ère nucléaire, avec des puissances nucléaires, cet anéantissement ne peut être qu'un anéantissement réciproque.